The Conversation France. Banlieue, quartier, cité. En France, ces mots ont trop souvent une connotation négative. Ce que l'État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupe 5,4 millions d'habitants, dont 40% ont moins de 25 ans. Mais qu'est-ce qu'un quartier ? En 2017, un groupe de chercheurs s'est associé à 120 jeunes de plusieurs quartiers franciliens pour une recherche participative nommée Pop Art, portée par l'Université Paris-Nanterre. Je suis Cléa Chakraverty et vous écoutez Jeunes de quartier, un podcast produit par The Conversation. Les jeunes des quartiers populaires s'engagent de multiples façons à l'échelle locale comme à l'échelle internationale sur des enjeux de solidarité, d'accueil, de justice. S'ils expriment un éloignement vis-à-vis de la politique institutionnelle, cela ne les empêche pas de prendre la parole, y compris en se présentant aux élections locales. Pour parler de la question de l'engagement et de la solidarité, j'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, Marie-Hélène Baquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Université Paris-Nanterre, vous êtes sociologue, vous êtes coordinatrice du projet Pop Art, auquel ont participé donc nos deux invités. Thibaut Noël. Bonjour. Bonjour, vous êtes originaire de Pantin, vous avez 26 ans et vous avez participé à la création d'un collectif pour aider les réfugiés, ainsi qu'au mouvement des Gilets jaunes. Djeneba Conté, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire d'Aubervilliers, vous avez 20 ans, vous êtes en deuxième année de droit à la fac de Nanterre, vous êtes investi dans des actions de formation de jeunes lycéens pour la préparation du concours d'éloquence. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, y a jamais rien qui bouge. Pour elle, la banlieue, c'est toujours gris, comme un mur d'usine, comme un graffiti. J'ai choisi ce court extrait, qui est en fait une chanson d'un chanteur français extrêmement connu, Renaud, parce qu'il parle une expression un peu forte, celle de banlieue rouge. On entend assez peu aujourd'hui, finalement, ce terme-là. Il fait référence, bien sûr, à une tradition politique très forte dans les quartiers populaires. Marie-Hélène Baquet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Le mot banlieue rouge, l'expression banlieue rouge est une expression qui est née dans les années 30 et qui fait référence à une tradition politique forte des quartiers populaires et une présence importante du Parti communiste. Et donc une tradition politique qui était liée à la fois à un ancrage de classe qui se construisait à l'usine, mais aussi à un ancrage local. C'est ce que l'historienne Annie Fourcault avait appelé un communisme de clocher. Voilà, un communisme de clocher. Et ce communisme de clocher était aussi appuyé sur des formes d'encadrement très importantes, notamment des formes d'encadrement de la jeunesse à travers les centres de loisirs, les centres de vacances. Alors bien sûr, tout cela a volé en éclats avec la désindustrialisation, avec l'affaiblissement du communisme, mais il y a d'autres formes d'expression politique dans les quartiers populaires, notamment liées à des mobilisations autour de l'immigration. Je pense aux grandes luttes ouvrières dans les industries automobiles notamment, et puis des mouvements portés par la jeunesse de ces quartiers, ce qu'on a appelé pendant un temps la deuxième génération, et notamment la marche pour l'égalité contre le racisme en 1983, et puis une série de mobilisations qui ont suivi, et puis en 2005 quand même les révoltes urbaines qui restent quand même une manifestation politique, même si elle a été peu parlée, et surtout même si elle a été marquée par des actes. Et puis, aujourd'hui, toute une série de mouvements qui existent, comme le collectif Adama, le collectif Passons-nous. Donc, il y a encore des traditions politiques, mais qui ont changé, qui ont aussi changé sur les objets, sur les formes de mobilisation. Mais alors, est-ce qu'on peut parler, parce qu'on entend souvent que les jeunes dans les quartiers sont dépolitisés, est-ce qu'on peut parler une moindre emprise des partis politiques dans les quartiers aujourd'hui ? Oui, une moindre emprise des partis politiques, mais dans toute la société, en fait. Et aussi dans les quartiers et plus globalement auprès de la jeunesse. Et on voit des formes de politisation, des formes d'engagement se faire à côté des partis, déboucher quelquefois d'ailleurs dans des formes d'engagement dans les partis politiques, mais se faire de façon beaucoup plus multiple, beaucoup moins structurée, mais tout en restant très forte. Justement, si on parle d'un engagement
on va dire, moins structuré, mais en même temps qui passe par autre chose que le parti politique. Vous, Thibaut, qui êtes engagé dans la ville de Pantin, comment est-ce que vous vivez justement cette idée de dépolitisation dans ce quartier, dans votre vie aussi? Pour ce qui concerne Pantin et notamment les jeunes de cette ville, moi, ce que je note, c'est qu'au contraire, je trouve que ils battent en brèche la notion de dépolitisation. Pour reprendre un propos de Marie-Hélène, je pense qu'elle se fait à côté de cadres structurants qu'on a pu observer pendant des années, qui étaient les partis politiques, peut-être des associations d'éducation populaire. Mais on retrouve quand même une recherche d'engagement qui passe par des formes assez diversifiées. Ça peut être un collectif, ça peut être une forme associative, ça peut être des réunions de quartier, ça peut être des engagements aussi très souples. Pendant la recherche pop art, on a vu des exemples de maraude, par exemple solidaire. Pour moi, ça c'est un vrai exemple de politisation, le fait de porter des valeurs telles que la solidarité. Et alors effectivement, ça se passe via des formats un peu différents de ce qu'on a pu observer par le passé, mais en tout cas, moi je suis contre cette idée de dépolitisation. Vous évoquez le terme de maraude, de solidarité dans les quartiers. J'aimerais bien vous faire écouter à tous les trois un court extrait. Ça a été tourné par France 3. Alors, on quitte un petit peu la banlieue francilienne pour aller dans la région PACA. C'est une question justement de solidarité qui a été filmée pendant la période du Covid-19. Midi, c'est l'heure de la distribution. Dans le quartier, une file d'attente s'est formée. L'huile ou le sucre? L'huile. Hop, la brique de lait, c'est au sucre. Heureusement qu'ils sont là pour nous aider parce que sinon je crois qu'on creverait de faim à Marseille. C'est une bouée de sauvetage, c'est de l'oxygène. Des bénévoles qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour répondre à toute cette détresse. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, on voit des gens dans le besoin. Et là, on en a une bonne cinquantaine. Mais ça peut monter vite fait jusqu'à 100 personnes. Jusqu'à 100 personnes? Jusqu'à 100 personnes par jour qui viennent nous réclamer de quoi nourrir leurs enfants et leurs familles. Et c'est dur à voir. C'est dur parce qu'on se dit que c'est des enfants et des personnes avec des enfants à charge, ils sont laissés à l'abandon. Et pour ceux qui ne peuvent se déplacer, c'est livraison à domicile. Un soulagement pour cette retraitée du 8e étage. Je me décourage dans les supermarchés parce qu'il y a tellement de monde. Il faut faire la chaîne et lorsque vous arrivez, les rayons ils sont vides. Pour faire face à cette situation qui devrait durer plusieurs semaines, le collectif en appelle au pouvoir public et à la solidarité. Comment est-ce que justement ces actions de solidarité, ils ont pu avoir un impact fort sur votre vie à vous, sur vos engagements personnels? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus concrètement ce que vous avez pu traverser? L'envie de porter des actions solidaires, c'est formalisé via des structures jeunesse, l'accompagnement d'animateurs jeunesse et la rencontre avec d'autres jeunes de la ville. Et ça a débouché par des actions de solidarité envers les populations exilées qui arrivaient dans nos quartiers, à proximité de nos quartiers, notamment sur toutes les portes du périph' parisien. Je pense notamment à la porte de Pantin, à la porte de la Villette. Suite aussi à des tensions qu'il y avait pu avoir avec certains jeunes qui ne comprenaient pas pourquoi des problèmes sociaux se concentraient à proximité de chez eux. On a pu ouvrir le dialogue, échanger avec eux, et c'est comme ça que ça s'est un peu formalisé, l'engagement solidaire. Et pour aussi rebondir à l'extrait qui a été passé, très vite, pendant le confinement, à Pantin, il y a eu des actions de solidarité. À Pantin, on a eu la chance d'avoir des amis italiens qui nous avaient alertés, puisque l'Italie était confinée 3 semaines avant, des amis italiens qui avaient des expériences dans l'organisation de centres sociaux autogérés dans le nord de Naples. Très vite, ils nous ont dit, là, il va y avoir une déflagration sociale. Et dès la première semaine de confinement, à Pantin, un collectif s'est créé qui s'appelait Solide 19 et qui regroupait des populations plus solvables de certains quartiers de la ville, qu'on appelle communément les bobos, des jeunes de quartier, des associations, des commerçants. Et il y a eu des initiatives semblables à celles qui étaient racontées dans l'extrait à Marseille. À Pantin ou à proximité, il y a eu de fortes initiatives de solidarité. Et vous, Djeneba, c'est quelque chose que vous avez également observé à Aubervilliers, des maraudes, des organisations solidaires auxquelles vous avez pu participer aussi? Oui, bien sûr. Dès le plus jeune âge, d'ailleurs, en plus à Aubervilliers, il y a une association dès le début du confinement qui gérait des maraudes. Ils se mettaient devant les magasins, récoltaient des courses pour les gens dans le besoin, et après ils faisaient des distributions. Et ça, c'était dès le début du confinement.
Et ça a été mis en place par des gens de la ville, pour les gens de la ville en fait, parce que ils s'entraidaient entre eux en fait, tout simplement. Vous êtes aussi assez politisé, je crois. Comment est-ce que vous vivez cette solidarité Comment est-ce que vous sentez dans ce milieu-là? J'ai baigné un peu dans le monde associatif. Je suis née dedans. J'ai des grandes sœurs, des grands frères qui, dès le plus jeune âge, ils me ramenaient avec eux dans les associations de quartier. À Aubervilliers, on a notamment une grande association qui s'appelle l'OMJA. Et c'est des maisons de jeunes dans à peu près tous les quartiers à Aubervilliers. Aubervilliers, c'est une grande ville, donc qui dit grande ville dit beaucoup d'habitants. Qui dit beaucoup d'habitants dit beaucoup de jeunesse. Depuis très jeune, je voyais les gens autour de moi très engagés. Dès qu'il y avait les élections, devant les écoles, on poussait toujours à voter. Et finalement, quand j'ai eu la majorité pour voter, c'était normal pour moi en fait d'aller voter. C'était pas, on m'a poussé à oublie pas, faut aller voter. C'était tout à fait normal parce que j'ai vu les grands de mon quartier le faire. Et moi, pour exemple, ma première expérience lorsqu'il fallait voter, j'étais sur une liste municipale, quoi. Donc c'était une liste citoyenne, mais une liste citoyenne montée avec des gens qui en savaient sur la ville, qui en savaient sur les gens et qui étaient là pas pour leurs intérêts personnels, mais vraiment pour la réussite de la ville, quoi. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous avez dit aussi tous les deux, c'est que vous êtes finalement, d'une certaine façon, un peu professionnalisés dans ce monde politique, mais ces engagements politiques, ils demandent aussi un peu de formation, je suppose. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, Djeneba, sur la question des concours d'éloquence, par exemple, auxquels vous avez pu participer, que vous formez aujourd'hui des jeunes. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir bien s'exprimer, de pouvoir finalement rassembler un public? Comme je dis souvent, je pense que la parole est le reflet de l'âme et que c'est en discutant et c'est en parlant qu'on peut faire ressentir ce qu'on veut, ce que l'âme a vraiment au fond d'elle. Et je connaissais pas tout ce qui était art oratoire, concours d'éloquence, et c'est vraiment un jour, dans mon établissement scolaire à Aubervilliers, une CPE qui est venue nous voir avec mes amis pour nous dire il y a un projet d'art oratoire, est-ce que ça vous intéresse? C'est plus la curiosité qui m'a poussé à pousser les portes du coup de la salle de théâtre. Et ensuite, ça s'est fait comme ça. On a préparé notre premier concours à l'Assemblée nationale et on a gagné. Du coup, il y a eu la gagne, donc ça nous pousse à faire autre chose. Donc, petit à petit, on a continué et jusqu'au moment où faut quitter le lycée, mais on a toujours cette envie mais c'est trop bien l'art oratoire en fait. La CPE qui nous a contactés initialement pour être membre du club d'art oratoire, elle nous demande si on veut revenir au lycée des fois dans la semaine pour aider les jeunes à développer le projet. Moi, ça me parle, on revient 1 fois, 2 fois, 3 fois et finalement, à la fin de l'année, tu finis tes coachs. Et ça s'est vraiment passé comme ça. J'ai vraiment appris sur le tas. Je me suis formée par l'association Éloquence des banlieues et avec mes amis du lycée, on a décidé de monter notre propre association en été, comme ça. On a fait les statuts et voilà. Parce que c'était ce qu'on aimait, en fait, finalement, et que on a vu que c'était facile, en fait, de se monter en association. Et du coup, maintenant, on a une association à Aubervilliers qui s'appelle Parle. On aide les gens à préparer les concours d'éloquence et surtout, on les forme à l'art oratoire et à comment s'exprimer devant le public. Pour faire écho à ce que vous dites, j'aimerais vous faire écouter un très court extrait. Il s'agit de la parole d'un autre orateur, en fait, c'est Stéphane de Freitas, qui a réalisé un film en 2016 s'appelant À voix haute. Moi, mon rapport à la parole, il était particulier aussi. J'ai grandi à Aubervilliers, dans le 93, et du jour au lendemain, en fait, j'ai changé d'environnement social pour jouer au basket. Je me suis retrouvé dans l'ouest parisien, et j'étais frappé, j'étais emmuré, moi, dans ma façon de m'exprimer. C'est-à-dire que j'arrivais avec mon référentiel culturel à moi, en m'exprimant un peu tranquille, t'as vu, avec des petits réflexes de langage comme ça. Et c'était assez discriminant. Et en fait, je me suis aperçu que quand tu maîtrises pas le mot, en fait, le mot est un outil qui te permet de créer la réflexion,
de créer aussi la nuance, la subtilité et de transmettre aussi ses idées, son émotion. Et c'est donc une clé essentielle. Et quand tu l'as pas, tu te retrouves emmuré. Et quand tu es emmuré, tu es frustré. Et quand tu es frustré, après, il y a d'autres formes d'expression qui peuvent être peut-être la colère ou, alors ça c'est dans un extrême, mais le corps qui se met à parler. Et voilà, et il y a un autre de ces jeunes qui ouvre le documentaire en disant que lui, il a grandi dans un milieu où c'était wesh ma gueule et nique ta mère, et que plus le vocabulaire était rébarbatif, et c'est drôle parce qu'il utilise le mot rébarbatif, et plus il est respecté. Est-ce que finalement c'est par la parole et par la maîtrise de la parole qu'on se connecte aussi à d'autres territoires ? Moi, je salue toutes ces initiatives liées à l'éloquence et aussi aux dynamiques associatives qui sont portées par Djeneba. Après, ce qui peut être aussi intéressant à soulever, c'est que, par exemple, l'éloquence, ça implique de se confondre à des normes du jeu politique classique, et que, en fait, même sans se confondre avec ces normes-là, il y a une envie, en tout cas moi ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a une envie qui passe notamment par de l'abnégation, de l'organisation collective, d'avoir voix au chapitre, qu'on maîtrise ou non ce langage-là. Il y a une envie de se dire on est légitime à investir ce champ politique. Ça a été vu par le nombre d'initiatives venant des quartiers de se constituer en collectif citoyen, de faire une liste citoyenne seule ou de faire une alliance tactique avec un parti politique ou plusieurs organisations politiques. Mais ce qui a souligné, c'est que les personnes, femmes et hommes, qui sont investis dans ces listes-là, la plupart ne maîtrisaient pas forcément l'art oratoire, ne maîtrisaient pas forcément les règles du jeu politique, la connaissance technique et fine de la vie des collectivités ou d'une organisation territoriale plus grande. Et je pense que ça traduit l'envie de vouloir faire des choses de façon concrète, pratique, c'est-à-dire peut-être se décaler du temps électoral, mais surtout aussi de faire des actions qui illustrent le fait qu'on se sent légitime à investir des organes de pouvoir, des organes de prise de décision, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Djeneba, vous êtes d'accord avec ce que dit Thibaut ? Très souvent, en France, on pense que la vie politique, ça passe que par les urnes, par les conseils municipaux, etc. Mais en fait, non. C'est vraiment beaucoup d'engagements qui font que on arrive aujourd'hui à des quartiers qui sont vraiment vivants, qui se réveillent, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, comme on a vu avec l'exemple de la ville de Pantin, par exemple, mais je peux prendre aussi beaucoup d'exemples de la ville d'Aubervilliers. Dès qu'on dit politique, directement, c'est des promesses, c'est des choses qui ont été faites, c'est le président de la République, alors que non, c'est une partie, certes, de la politique, mais avant lui et après lui, il y a plein d'autres choses, en fait. Donc, c'est plus sur ce point-là que l'éveil, il a eu lieu dans les quartiers, et qui fait qu'aujourd'hui, on peut voir des jeunes comme nous, là, comme ça, à discuter de ce genre de thématiques, en fait. Cette émergence de listes citoyennes qu'on a vu beaucoup sur les dernières municipales, par exemple, en France, qu'est-ce qu'elle signifie pour les quartiers populaires ? Est-ce que ça marque finalement une sorte de rupture aussi dans la façon dont les quartiers, si on peut généraliser peut-être, font de la politique ? Donc, il y a plusieurs types de listes citoyennes. Il y a ce que j'appellerais des fausses listes citoyennes, en fait, qui sont des listes avec des partis politiques cachés derrière, ou avec une volonté, d'ailleurs, quelquefois, de partis politiques, tout simplement, de s'ouvrir à la société civile. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une poussée, on le voit notamment en Seine-Saint-Denis, du nombre de listes citoyennes portées, où on trouve notamment beaucoup de jeunes issus des quartiers populaires et de jeunes racisés qui sont souvent moins représentés dans d'autres listes. Et donc, je trouve qu'on voit aussi l'émergence d'un nouveau personnel politique, on pourrait dire, qui, d'une certaine façon, est plus représentatif de la société de ces quartiers populaires, avec une question quand même, c'est que une fois que ces jeunes sont élus, quelle est la place qu'on leur donne ? Est-ce qu'on les reconnaît ? Est-ce qu'on les cantonne au poste d'élu à la jeunesse, ce qui est pas rien déjà, mais ou est-ce que on leur donne la possibilité de vraiment prendre leur place dans le conseil municipal et d'avoir de vraies responsabilités ? Je crois qu'on en est aujourd'hui à cette étape-là, ce qui montre qu'on a avancé, mais qu'il reste encore du chemin à parcourir. Justement, Thibaut, est-ce que vous pouvez peut-être réagir, parce que vous connaissez finalement le fonctionnement aujourd'hui de l'intérieur
d'un conseil municipal? Est-ce qu'il y a peut-être des limites à ce que vous pouvez faire en politique à votre niveau? Alors moi, je suis élu d'opposition au sein d'une liste qui a eu qu'un seul élu et on a réussi à rembourser nos frais de campagne. Donc on est très satisfait, mais on se fait aucun doute et aucune illusion sur la capacité qu'on a à modifier l'ordre des choses au sein du conseil municipal de Pantin. Par contre, là où je rejoins Marie-Hélène, c'est que liste citoyenne, ça veut tout et rien dire. Mais pour les habitants de quartiers populaires qui sont investis dans soit au sein d'un collectif citoyen affilié à une liste d'un parti politique ou à des listes qui ont fait campagne seules sans appui de parti politique, il y a effectivement une sorte de plafond de verre qu'on peut voir parfois arriver au conseil municipal avec des portefeuilles de compétences qui sont bien délimités, la jeunesse, la politique de la ville ou parfois élus de quartier. Ça veut dire quoi, élu de quartier? Ça sert à quoi? C'est une sorte d'élu référent sur un quartier qui fait de la veille sur toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Et quand il y a une situation de crise, qui sert un peu de relais entre des habitants d'un quartier et l'échelon municipal. On l'a vu dans beaucoup de villes, beaucoup d'élus de quartier. Ce sont des personnes racisées qui avaient une expérience associative et qui jouissent d'une sorte de légitimité sur un territoire défini. Et donc, ça implique aussi que ces personnes-là ne vont pas aller porter d'autres politiques publiques sur d'autres portefeuilles thématiques, d'autres sujets, d'autres secteurs d'activité. Et moi, là où je rejoins aussi ce qu'a dit Geneba sur cet engagement citoyen, je pense qu'il illustre le fait qu'il y a une volonté de ne pas forcément s'investir seulement sur la temporalité électorale, chose qui est faite par de nombreux partis politiques aujourd'hui. La situation actuelle illustre peut-être ces fractures plus anciennes de rapport avec des partis électoralistes. Je pense au PS dans les années 80 avec beaucoup de promesses qui n'ont pas été honorées. En 2005 avec des grosses fractures sur la question des révoltes sociales lors des banlieues. Et que peut-être dans ces années 2010-2020, on arrive à une période où il y a le désir de se dire on fait les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et ça passe par prendre de la distance avec des partis, avec des conduites politiques plus traditionnelles. Et l'idée de se dire, même si on ne maîtrise pas l'éloquence, même si on ne maîtrise pas les compétences de gestion d'une collectivité territoriale, on y va, on est les premiers concernés par des problématiques sociales, donc on investit le champ institutionnel. Quand on fait de la politique, c'est-à-dire qu'on s'inscrit par exemple sur une liste citoyenne comme vous l'avez fait Geneba ou quand on porte un projet politique comme vous le faites Thibaut, comment finalement on est légitime aussi auprès de ces concitoyens qui vous ont vu jusqu'à présent comme peut-être quelqu'un de très engagé, une militante plutôt associative. Voilà, comment est-ce qu'on passe de l'autre côté par rapport aux amis, à l'entourage, à la famille aussi Déjà, je pense que c'est par rapport aux valeurs communes déjà qu'on a tous en fait. L'entraide, la solidarité, l'envie de voir les choses avancer surtout. Et par exemple, je prends le cas de la ville d'Aubervilliers. C'était une ville, 10, 20, 30 ans sous les communistes, les cocos comme on dit. Et quand on voit première, deuxième, troisième, quatrième, 10e année, pas de changement, rien, on regarde ailleurs en fait, on commence à regarder autour de nous, à qui on peut faire confiance, ça va pas, droite, gauche, mais en fait finalement, il y a des gens autour de nous qui sont engagés, qui réfléchissent comme nous, qui essaient de nous aider, on a les valeurs communes, mais pourquoi pas leur faire confiance à eux? Ils sont autour de nous. Et c'est comme ça en fait que petit à petit une liste électorale et citoyenne se monte en fait. C'est l'un appelle l'autre, je connais elle est bien sur ça, et comme ci, comme ça. Finalement, on fait notre premier rendez-vous dans un kebab, et après, ça avance, comme ci, comme ça, on s'appelle, et finalement, la liste, elle se monte. Et on est tous légitimes, et si demain, au moment où on a créé la liste électorale, si une personne serait venue d'elle-même en disant, voilà, j'aimerais participer pour telle et telle chose, pour tel et tel souci, etc., mais volontiers, mais viens, t'as la même légitimité que nous, en fait. Et on a fait confiance à des gens, c'était des charlatans pendant combien de temps? Des années, et finalement, rien n'a changé. Donc peut-être que c'est nous, on va faire changer les choses. C'est en bougeant de nous-mêmes qu'on aura gain de cause. Et finalement, c'est comme ça que ça se crée. Quand on parle de jeunesse et on parle de politique, il y a un mot qui vient quand même à l'esprit, c'est la question de l'abstention et de la place du vote. Alors même si l'engagement ne passe pas que par le vote, vous l'avez dit tout à l'heure très bien,
Comment faire finalement? Est-ce qu'il faut, il faut vraiment se passer du vote des jeunes? Est-ce qu'on peut faire revenir les jeunes vers les urnes? On a vu aux dernières élections régionales en France et également municipales qu'il y a un très, très fort taux d'abstention dans une grande partie de la jeunesse. Comment on fait? Le plus important, c'est ce que les gens qui votent, ce qu'ils se disent en fait. Parce que moi, par exemple, je sais que quand voilà, ça arrive dans les quartiers de parler avec des gens et tout, etc., on débat. Mais quand on parle des situations de la ville ou de la France, tout simplement, et que quelqu'un veut débattre avec moi, mais moi, la première question que je lui pose, c'est: t'as voté? Tu veux débattre avec moi, on veut discuter, on veut trouver des solutions, etc. Mais le premier pouvoir qu'on t'a donné, c'est le pouvoir le plus important, c'est d'aller aux urnes et donner ton avis, en fait. Même si on se dit, moi tout seul, je ne peux rien faire, mais lui, plus lui, plus lui, ça fait grand monde et ça fait changer la donne sur différentes choses. C'est un devoir, en fait, j'ai envie de dire, d'aller voter. C'est vraiment un devoir parce que la parole du souverain, en fait, c'est la parole du peuple. Donc, ça veut dire que c'est les décisions c'est à partir du moment où on prend la décision de prendre nos deux jambes et d'aller voter, on est acteur de la vie en France en général. Moi, j'ai passé les 2 derniers mois à faire du porte-à-porte dans des cités des Courtilières à Fort-d'Aubervilliers et Diderot à Quatre-Chemins pour pousser les personnes à s'inscrire au vote, mais aussi notamment devant la faculté Paris 13. Les retours que j'ai eus, c'est que les personnes votent ou votent pas, il y a un intérêt pour ces présidentielles, même de personnes qui n'ont pas le droit de vote. C'était le cas notamment lors de ces porte-à-porte. Ce qu'on remarque, c'est que les gens votent lorsque les sujets qui sont débattus les intéressent, les concernent. Donc là, dans ce qu'on voit des différents débats, c'est pas forcément le cas. Et moi, je blâmerais personne de ne pas voter. C'est un choix et c'est un mode d'action parmi d'autres. On a vu qu'il y a des votes qui n'ont pas forcément changé grand-chose. Par contre, en tant qu'habitant de quartiers populaires, je peux que me désoler de voir le niveau d'abstention parce que même si je blâmerais pas quelqu'un qui s'abstient, effectivement, à un moment, le vote, c'est une arme parmi d'autres pour faire changer les choses, pour porter un candidat à la victoire et à faire évoluer nos vies. Donc ouais, ça risque d'être encore un long dimanche d'abstention dans certains bureaux de vote en avril et mai prochain. Mais ça implique aussi, je pense, de poser la question de la responsabilité des grosses organisations politiques qui n'ont pas su s'allier avec certaines revendications des gros mouvements qui ont lieu pendant le quinquennat. Je pense aux Gilets jaunes, je pense au comité Adama, s'il y avait peut-être plus de liens avec ces mouvements sociaux-là, sur la durée et pas seulement sur la temporalité électorale, il y aurait peut-être eu quelque chose de différent. Effectivement, l'abstention, elle renvoie pas forcément à un désintérêt vis-à-vis de la politique. Elle renvoie au fait que, pour certains, c'est une forme de protestation d'un fonctionnement dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Et surtout, elle renvoie au sentiment d'être dessaisis par ce système de représentation où un certain nombre de citoyens, et pas seulement dans les quartiers populaires, ne se sentent finalement pas représentés. Et où, effectivement, on voit bien que la campagne électorale, aujourd'hui, elle passe à côté de questions majeures pour les citoyens. Donc, ça renvoie à ce que disait Djeneba aussi tout à l'heure. Je pense qu'en fait, il faut changer la façon de faire de la politique et redonner du pouvoir aux citoyens, ou en tout cas leur laisser le prendre, parce qu'ils n'attendent pas forcément qu'on le leur donne. Et on a un système en France qui est très pyramidal, très hiérarchique, et qui évacue, qui laisse de côté toute une partie de la société. Donc, c'est ça qu'il faut changer. Si on veut réellement régler la question de l'abstention, il faut faire en sorte que les citoyens se reconnaissent en ce système politique. Ce que j'ai envie de vous demander tous les deux, un petit peu en conclusion, c'est lié forcément à notre année électorale. On est en 2022. Est-ce que vous auriez un message, une envie pour le prochain quinquennat, quelque chose qui vous tient à cœur spécifiquement? Moi, ce que je peux dire qui me tient à cœur, c'est vraiment la jeunesse. Peut-être parce que je fais partie de ce mouvement de jeunes qui savent que la vie politique, c'est pas réservé qu'aux gens qui ont de l'expérience, qui s'y connaissent ou quoi que ce soit. Thibaut, il a parlé d'un sujet qui est très important. Par exemple, lors de la marche pour Adama,
habituellement, on se dit jamais qu'un jeune de quartier, il va aller marcher Place République. Place République, c'est vraiment, les gens qui... en fait, on n'a pas ces habitudes d'engagement d'aller faire une manifestation. Nous, on a d'autres formes d'engagement, c'est vrai, mais là, on essaye vraiment d'être sur tous les bords, en fait, d'essayer vraiment toutes les actions pour pouvoir nous faire entendre, en fait, tout simplement. Je rejoins totalement les propos de Djeneba, et peut-être pour ajouter une chose, moi je pense qu'il y a un enjeu assez crucial dans cette période-là qui sent vraiment pas bon, hein. On peut se le dire, le climat ambiant il est plutôt anxiogène et c'est un climat qui mène à des fractures dans la société. C'est peut-être pas de m'adresser aux décideurs politiques, mais aux personnes qui nous écoutent, de pas tomber dans le piège de ces écrans de fumée qui visent à stigmatiser les territoires des banlieues, des quartiers populaires. On a quand même eu un quinquennat où on a parlé de séparatisme envers ces quartiers. Djeneba le disait, moi, mon quartier, j'habite au 4 Chemins, il est passé de zone de sûreté prioritaire à zone de reconquête républicaine, comme si la République avait quitté ces quartiers. On a plein de nouveaux policiers qui viennent de province et qui comprennent rien à ce qui se passe dans le quartier. On a parlé d'ensauvagement, et de se dire peut-être que aux personnes qui nous écoutent que tout ça, c'est des mots creux qui sont totalement déconnectés du réel, de ce qu'on vit, et qu'en fait, les derniers mois, les 2 années qui sont passées ont montré que la vie dans ces quartiers, elle est un peu différente. On porte d'autres valeurs. Donc, c'est les habitants des quartiers prioritaires qui ont créé de la solidarité avec des actions de distribution alimentaire, qui s'investissent dans les hôpitaux. Le message que moi je voudrais te passer, c'est à quand on se pose des questions autour des vrais problèmes qui nous intéressent. Merci beaucoup à Marie-Hélène Baquet, merci Thibaut Noël et merci à Djeneba Conté. Vous avez tous les 3 participé au projet Pop Art et vous écoutez Jeunes de quartier, un podcast produit par The Conversation France. The Conversation France. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.